Merci de suivre l'Intelligent Club sur l'Intelligent TV de ce lundi 2 juin en direct sur les plateformes de votre télévision. Meeting de la CAPSI, succès ou échec du premier test grandeur nature de l'opposition ivoirienne en matière de mobilisation. Pré-congrès du RHDP, les militants font bloc autour d'Alassane Ouattara. Sarah 2025, une édition prometteuse pour l'agriculture ivoirienne. Dans quelques instants, on ouvre les débats avec nos chroniqueurs sur ce plateau. Soro Djabiga, bonsoir. Jean-Richard Nguesson, bonsoir. Bonsoir Adji. Bonsoir Adji, bonsoir à tous. Eh bien, on entame l'émission sous une forte pluie. Le temps n'est pas du tout clément. Alors, justement, il y a de cela 48 heures, l'opposition ivoirienne, notamment la CAPSI, a tenu un meeting à la place Figaro de Yopougon qui, selon elle, a refusé du monde. À cette occasion, des milliers de personnes ont répondu présent à l'invitation des principaux leaders de la coalition chapeautée par le PDCI-RDA. Jean-Richard Nguesson, vous qui avez suivi en même temps que nous le déroulé de cette manifestation, quelles sont vos impressions à la vue de ce qui s'est produit il y a de cela 48 heures donc à la place Figaro de Yopougon? Avant toute chose, moi je tiens à saluer l'organisation de cette manifestation qui montre la vitalité de la démocratie, quoi qu'on dise, parce que dans une démocratie assez forte, on doit donner la possibilité à tous les partis politiques de s'exprimer. Et je pense que c'est ce que la coalition a réussi de fort belle manière. Il y a eu une mobilisation, même si sur les chiffres, il y a des polémiques, ça et là. Certains estiment qu'il y avait autour de 4 voire 5 000 personnes. La CAPSI estime qu'il y avait autour de 20 000 personnes. Dans tous les cas, la manifestation a pu se tenir. Les hommes politiques, les leaders de la CAPSI ont pu parler à leurs militants. Pour ma part, c'est une belle chose et ça montre que la démocratie à l'ivoirienne est viable. Même si par moments les positions se braquent, même si la population retient son souffle à quelques mois des élections, il faut saluer de telles initiatives et on espère qu'on va rester dans cette dynamique démocratique pour le bonheur non seulement des Ivoiriens, mais aussi pour la paix sociale. Alors, Soro, tout le monde avait les yeux rivés sur cet événement qui était annoncé depuis un peu plus d'un mois. Tout le monde se disait, mais est-ce que l'opposition, dans sa composante, dans sa configuration actuelle, saura réussir le défi de la mobilisation? Finalement, on a observé des foules déferler sur la place Figaro de Yopougon. D'aucuns estiment, les détracteurs de l'opposition, c'est de bonne guerre, estiment que les attentes n'ont pas été observées pour les opposants. D'aucuns parlent de chiffres plutôt minimisé, entre 5 000 10 000 personnes qui auraient été présentes donc sur la place Figaro. Vous, de votre analyse, est-ce qu'on peut parler de succès au terme de cette manifestation? Il faut d'abord féliciter le comité d'organisation, comme Jean-Richard l'a dit. Il faut saluer les efforts de la CAPSI qui a réussi son premier texte de mobilisation à 5 mois de l'élection présidentielle. C'était pas évident. La CAPSI, c'est quand même un nouveau bébé. Voilà, il faut le dire, c'est vrai qu'il regorge 24 partis politiques, dont des vieux partis, dont le plus vieux parti, mais c'était son premier meeting et la CAPSI a réussi ce challenge-là. Nous avons tous suivi le litige qui oppose deux camps, l'un qui dit qu'il y a eu 4 000 personnes et d'autres qui parlent de 10 000 à 20 000 personnes. Voilà, mais il faut être honnête, la CAPSI a mobilisé plus de 4 000 personnes. Nous avons tous vu, nous étions sur les lieux, on a vu la ferveur, la mobilisation, mais c'était inestimable, on ne peut pas dire qu'il y a eu 4 000. Il y a eu probablement des dizaines de milliers de personnes selon des estimations qu'avancent les leaders de la CAPSI. Bien entendu. Et je vais revenir sur ce que Jean-Richard a dit, où il vantait, il louait la manifestation de la démocratie à travers l'organisation de ce meeting. Mais j'aimerais dire que non, qu'il se trompe. Au contraire, c'est la quête de la démocratie qui a poussé la CAPSI à organiser ce meeting. Il y a plusieurs vocables qui ont été prononcés à la faveur de ce meeting. Les gens bandissaient des pancartes sur lesquelles ils étaient écrits « Exclure, ce n'est pas gagner ». Élection transparente, élection inclusive. Les gens revendiquent quelque chose. On ne peut pas dire que la démocratie existe. Il y a 4 grands leaders quand même. L'occasion de manifester publiquement en Côte d'Ivoire. Dans une commune, l'une des plus sensibles d'Abidjan, mais qui est dirigée par un maire qui est l'un des pontes du parti au pouvoir. Ils ont manifesté parce qu'ils avaient des axes de revendication, ils avaient des choses à revendiquer. Figurez-vous qu'il y a 4 grands leaders aujourd'hui qui sont radiés de la liste électorale. On ne peut pas parler de démocratie.
L'opposition a posé plusieurs axes de revendications et cette chanson-là ne fait que revenir chaque année. Mais on ne prête pas attention à cela. Nous avons tous entendu le ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou, qui a dit récemment qu'ils ne vont pas écouter l'opposition et que ce sont des revendications farfelues. Il a dit. Et il a même été interpellé. Donc je pense qu'on ne peut pas parler de démocratie alors qu'il y a 4 grands leaders qui ne sont pas sur la liste électorale. Il y a un Tidjane Thiam qui est à l'extérieur, qui n'a pas encore son certificat de nationalité, malgré qu'il a introduit la demande. Il y a un Guillaume Soro aujourd'hui qui se retrouve en exil, qui est en train de se balader. Laurent Gbagbo aujourd'hui qui a été radié de la liste électorale. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas parler de démocratie. Et il faut aller dans le fond. Sur la liste des 24 représentants des partis politiques qui se sont succédés, parmi ceux qui se sont succédés sur les tribunes, les discours allaient dans le même sens. C'est la revendication. Les gens appellent à la mobilisation. Et la CAPSI a un discours qui est un peu modéré quand même. C'est vrai qu'il revendique, mais la CAPSI demande un dialogue politique. Dans l'ensemble, c'est ce qu'on attendait. Parce que dans le fond, fondamentalement, la CAPSI a été créée pour prôner l'alternance politique. Et dans son discours, la CAPSI parle de plus en plus d'alternance politique et de dialogue politique. Parce qu'on sait que la période est sensible. Nous sommes à quelques mois de l'élection politique et l'élection présidentielle. Et on sait qu'en Côte d'Ivoire, les périodes électorales sont très compliquées. Donc, je pense que le gouvernement doit écouter ce que la CAPSI demande, c'est un dialogue politique. Vous savez, on aurait été dans une dictature, l'opposition n'aurait pas eu l'occasion de faire cette manifestation. Mais Jean-Richard, tu conviens avec moi qu'il y a 4 leaders qui sont radiés de la liste électorale. Je ne dis pas non. Alors, mais tu ne peux pas parler de démocratie. C'est un point de vue qu'il exprime parce qu'on ne peut le nier, effectivement. Il y a eu une manifestation. Il y a eu une manifestation, il y a eu une revendication, il y a eu une contestation. Attends, c'est pas parce qu'on revendique, c'est pas parce qu'on revendique qu'on est dans un pays. C'est quand on est écouté, quand les revendications sont prises en compte, qu'on peut dire qu'on est dans un pays démocratique. Attends, comment on peut revendiquer des droits aussi fondamentaux qu'exercer son droit d'être candidat? C'est le vrai à bas que la CAPSI est en train de revendiquer. Mais l'opposition a la possibilité de revendiquer, de manifester, et surtout dans une commune. On sait qu'avant cette manifestation, il y avait beaucoup de supputations. C'était estimé que la place n'allait pas être donnée à l'opposition. Et vous appelez ça une démocratie? Pour vous, c'est déjà le signe de l'expression de la démocratie. Une avancée depuis 60 ans. Il faut depuis 60 ans. Le seul fait d'organiser un meeting, vous magnifiez la démocratie parce qu'on nous permet d'organiser un meeting. Non, j'en viens. Nous avons 65 ans. On est pris par le temps, je ne vante pas le fait. Jean-Richard, on va écouter l'honorable Diaoufoué, qui est vice-président du PDC, qui justement parle de la mobilisation. Est-ce que oui ou non, la CAPSI a réussi son pari en mobilisant le nombre de personnes escomptées à la place de Figayo ce samedi 31 mai 2025? Voilà ce qu'ils ont dit. Nous avons eu à faire une rencontre avec la préfecture de police où nous avons bien spécifié que nous serons entre 30 000 et 40 000 personnes. C'est ce qui a vraiment été communiqué à la préfecture de police devant tous les commissaires, et ce que les généraux et les gendarmes, un colonel de la gendarmerie. Maintenant, par rapport à l'événement en tant que tel, il faudrait qu'on comprenne une chose, c'est que nous étions dans l'organisation et nous avons eu à louer en termes de chaises normales. Nous avons, on appelle ça les chaises ordinaires, nous avons loué près de 20 000 chaises ordinaires. Et nous avons loué près de 60 bâches ordinaires, tout en sachant que les bâches ordinaires prennent chacune 100 personnes. Et donc en termes même des bâches ordinaires, et nous avons, ça fait déjà, si on calcule 60 bâches ordinaires multipliées par 100 personnes, on se retrouve à 6 000 personnes. Voilà, on se retrouve à 6 000 personnes. Et puis on avait aussi des chapiteaux, les gardiens et autres. Donc nous avons eu à peu près de 1000 chaises VIP, qui étaient toutes occupées, tout était occupé. Et par rapport aux chaises, si vous aviez été là-bas, nous avons mis énormément de chaises au milieu, toutes les chaises étaient occupées. À tel point que on avait certains de nos militants qui n'ont pas pu avoir de chaises disponibles, qui sont restés debout. Et nombreux aussi sont ceux qui sont même restés dans les maquis parce qu'ils n'avaient pas de chaises disponibles. Voilà. Et donc, moi je pense que c'est juste la politique, parce que je sais que depuis très tôt le matin, le RHDP avait déjà annoncé ce chiffre de 3 000, 4 000 personnes, parce qu'ils sont arrivés à 8 heures, donc on s'en prend des images. La cérémonie a débuté en tant que telle entre 11h et midi. Et
tout le monde, l'environnement était vraiment plein. Donc, moi, je pense que c'est de la politique, mais dans tous les cas, c'est nous qui avons organisé notre manifestation et nous sommes satisfaits de la mobilisation. Jean-Richard, est-ce que, après avoir écouté ces propos de l'honorable Diaoufoué, député de Yopougon et vice-président du PDCI, je le rappelle, vous pouvez dire, après avoir aussi observé les images de Yopougon le samedi dernier, que l'opposition a réussi son pari? Pour lui, c'est le cas. Toutes les bâches, toutes les chaises qui ont été louées pour la circonstance ont bel et bien été occupées. C'est un fait, on a pu aussi le remarquer dans les images. Mais est-ce qu'en termes de mobilisation des masses, l'objectif a été atteint? Non, il faut saluer déjà le comité d'organisation parce que quoi qu'on dise, organiser une manifestation d'une telle envergure n'est pas toujours très évident. Et moi, je salue non seulement l'organisation parce qu'il n'y a pas eu de grabuge, tout s'est bien passé, les militants sont rentrés assez tranquillement chez eux, on a vu la police sur les lieux, surveiller les uns et les autres. Moi, je pense en somme que c'est une bonne chose. Maintenant, on parlera de réussite véritablement de cette manifestation quand les revendications que l'opposition estime être légitimes vont être prises en compte par le parti au pouvoir. Déjà, la mobilisation était un enjeu majeur. Est-ce que oui ou non les Ivoiriens répondraient spontanément et massivement à l'invitation des leaders de l'opposition? Vous savez, à ce niveau-là, on se posait beaucoup de questions parce qu'on a vu certaines manifestations de l'opposition s'essouffler, quoi qu'on dise. Dans certaines régions, on a vu des personnes manifester, on a vu de la mobilisation, mais ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attendait en termes de nombre, en termes d'impact. Mais aujourd'hui, pour ce qui nous a été donné de voix, il y a à espérer, on sent que c'est une opposition qui veut donner de la voix, on sent que c'est une opposition qui remobilise ses troupes et on attend de voir est-ce que les revendications, moi c'est ça la principale observation. Est-ce que les revendications vont être prises en compte par le parti au pouvoir? C'est surtout ça, mais au niveau de la mobilisation, il faut saluer, n'empêche, ce qu'il nous a été donné de voir. Soro Djabiga, réussite ou échec, c'est vrai que je vous l'ai posé tout à l'heure, mais de façon concrète, l'honorable Diaoufoué estime que ce qu'ils avaient prévu a été exécuté selon le plan tracé par les organisateurs. Effectivement, les images nous ont montré des foules assez nombreuses à Figayo, mais est-ce que concrètement on peut dire que avec l'association de plus de 24 formations politiques, l'opposition ne pouvait pas faire mieux? Non, il ne faut pas occulter le fait que de tous les partis qui composent la CAPSI, le PDCI est le plus grand parti. Il y a des partis, je vais le dire comme ça, il y a des partis qui sont pratiquement insignifiants, qui font partie de la CAPSI. Il faut le reconnaître. Mais il ne faut pas douter de la force, de la capacité de mobilisation du PDCI, la capacité de mobilisation de Charles Blé Goudé, la capacité de mobilisation de l'ex-première dame, Simone Eivé. Mais j'ai envie de vous demander, puisque vous égrenez tous ces noms-là, est-ce que finalement Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé, Afin Guesson ne font plus rêver les Ivoiriens, leurs propres partisans? Est-ce qu'ils n'étaient pas adossés à Laurent Gbagbo, d'où leur crédibilité dans le temps et la notoriété qu'ils ont pu se bâtir tout au long de leur parcours politique? Puisque là, on a eu l'impression que ce sont essentiellement des militants du PDCI, c'était comme un meeting du PDCI RDA. On n'a pas vu grand monde, c'est vrai, quelques banderoles MGC, AIRD et autres, mais fondamentalement, on sait que c'est le PDCI qui a rempli l'espace Figayo. Ils vont beau revendiquer leur leadership, mais il faut reconnaître que leur référent politique a toujours été Laurent Gbagbo. Leur compagnonnage a impacté la Côte d'Ivoire des plus belles manières. Il faut le dire, que ce soit Simone Eivé, que ce soit Afin Guesson. On sait aujourd'hui comment Afin Guesson patauge, on sait comment il souffre aujourd'hui pour gérer son parti politique. Tout récemment, le portail de son parti a été scellé pour impayer d'impôts. Donc vous comprenez que c'est vrai qu'aujourd'hui, après avoir dissocié leur image du grand leader Laurent Gbagbo, ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant, que ce soit Simone Eivé, que ce soit Charles Blé Goudé. C'est vrai qu'ils s'étaguent aujourd'hui d'être le plus grand mobilisateur de Côte d'Ivoire, mais c'est plus pareil. Dans le temps, ils mobilisaient avec les moyens de l'État. Aujourd'hui, les conditions ont changé. Mais vous avez entendu, l'honorable Diaoufoué est rentré dans l'aspect technique. Il a expliqué qu'il y avait plus de 60 bâches. Si on prend au minimum 100 personnes par bâche, ça fait déjà 6 000 personnes. On dépasse les 4 000 personnes qui ont été annoncées. Vous comprenez? À côté de cela, encore, il y a eu 1000 chaises VIP. Sans compter les chaises qui sont au milieu même de la scène.
qui sont des milliers de chaises. Et on parle d'environ 20 000 chaises louées pour accueillir. Bien entendu. Et le public même qui s'arrêtait de part et d'autre, qui était arrêté de part et d'autre de la scène, du terrain, sans compter ceux qui étaient aux alentours, dans les maquis, bars et restos. C'est tout ça qui fait les meetings. Quand les gens vont au meeting, ils ne prennent pas le soin de faire la veille, de sillonner tous les espaces pour voir véritablement la capacité de mobilisation de ceux qui sont sur le terrain. Alors, donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'échec de mobilisation. Alors, justement, ce que moi je voulais souligner assez rapidement, est-ce que parler même de la mobilisation n'est pas un aveu d'échec même de l'opposition? C'est pas l'opposition qui a parlé de mobilisation. Non, c'est pas l'opposition. Le débat est venu d'une journaliste de France 24. Non, attention, c'était le principal enjeu d'abord de cette manifestation. Au-delà de cet aspect, même pas les revendications. On aurait vu peut-être une foule compacte de la place Figayo jusqu'à la pharmacie Kenya ou jusqu'à certains endroits pour ne pas faire de la publicité, qu'on n'aurait pas polémiqué sur la mobilisation. Mais c'était pas l'objectif. Est-ce qu'on ne se pose pas une question? Est-ce qu'aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que cette opposition-là ne fait pas ne fait plus rêver? Vous avez énuméré un certain nombre de noms qui, à une certaine époque, ont fait de la mobilisation lorsqu'on lançait un mot d'ordre. Rien qu'une seule phrase suffisait pour faire sortir les Ivoiriens en masse. Mais aujourd'hui, est-ce que les Ivoiriens ne sont pas plus ou moins fatigués de ces mêmes propos qu'on a l'habitude de pendant plusieurs mois, on attend les mêmes revendications. On s'est dit, bon, en y allant, est-ce que c'est pas ressasser ces mêmes revendications? Non, vous évoquez le découragement. La lassitude. Vous évoquez le découragement. Peut-être, ça peut être aussi la peur. Aujourd'hui, 40 secondes rapidement. Aujourd'hui, plusieurs Ivoiriens ont peur de s'exprimer. Plusieurs Ivoiriens ont peur d'affirmer leur position. Plusieurs Ivoiriens ont peur de dénoncer. Ça peut être aussi la peur, la psychose devant les représailles qui pourraient peser contre eux. Donc, ne pensez pas que l'opposition a déçu et que les gens sont forcément déçus. Voilà pourquoi la mobilisation n'a pas été en griffe comme ce que les gens le disent. Et puis vous savez, chaque fois que le PDCI organise un meeting, le PDCI mesure sa mobilisation. Moi, je suis témoin de cela. Chaque fois que Tidjane Thiam sort, souvent même il interdit d'être suivi, il interdit d'être accompagné. C'est pareil pour les meetings. Le jour que le PDCI voudra organiser une mobilisation d'envergure, vous verrez que, comme vous l'avez dit, de Figayo jusqu'à Kenya, jusqu'à, comment on appelle, Sipores, vous verrez qu'il y aura du monde. Quand même, on ne peut pas nier, la capacité de mobilisation au PDCI. Très bien. Alors, il y a un élément capital qui est ressorti durant ce meeting. On a remarqué tous, enfin, c'est le cas d'ailleurs depuis un peu plus de 2 mois, maintenant, sinon au moins 2 mois maintenant, l'absence du président du PDCI, Tidjane Thiam, qui est en quelque sorte le leader de cette coalition dont il porte tout simplement le leadership. Alors, il était absent et il s'est adressé aux militants depuis Paris en France où il y avait une autre manifestation de la CAPC, une manifestation parallèle à laquelle il a eu à participer physiquement. Mais ici, on va demander donc à la régie de nous montrer l'image de Tidjane Thiam à Paris avec les militants de son parti qui l'entouraient, qui le félicitaient. Il y avait véritablement une ferveur autour de sa personne. Malheureusement, cette absence a été clairement, fortement décriée ici à Abidjan par les profondeurs de l'opposition. Et à ce sujet, justement, on a Diaoufoué qui s'est aussi exprimé sur les raisons de l'absence de son président qui n'est toujours pas rentré au bercail, et il met surtout ce fait sur 2 aspects. Non seulement l'aspect travail, diplomatie à l'extérieur, lobbying, pour faire aboutir les revendications de l'opposition, mais aussi la non-délivrance plus de 3 semaines après l'émission de la demande de son certificat de nationalité. On va l'écouter. Qu'il allait intervenir. Et ils sont venus nombreux. Ils sont venus nombreux et c'est une surprise pour eux. Donc, dans une lutte, il y a plusieurs compartiments. Nous pouvons faire notre lutte ici comme on le peut, mais si on n'a pas aussi au niveau international, parce que quand vous voyez qu'on s'exprime, nous parlons au niveau national et international. Voilà. Donc lui, il a train de faire un travail à l'international, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le président Tidjane Thiam n'est pas en France de son plein gré. Il faudrait que vous sachiez que ça fait aujourd'hui près de 7 semaines qu'on a demandé son certificat de nationalité. Donc nous ne l'avons pas reçu jusqu'à aujourd'hui. Donc le président Tidjane Thiam, à l'heure où je vous parle, est considéré comme un apatride. Quelqu'un qui n'a pas de nationalité. Donc quelqu'un qui n'a pas de nationalité, c'est vraiment
c'est un abus qui subit. Voilà, donc dans ces conditions, les militants sont informés au jour le jour de la situation que nous vivons, et les militants aussi sont en train de se battre pour que le président du parti puisse être vraiment, on puisse prendre en compte sa demande de cette nationalité qu'il a faite. Parce que c'est inacceptable que pour des raisons politiques, parce qu'il a décidé de devenir président de la République, il a envie de poser une candidature, qu'on lui arrache toute son identité, alors que c'est ces mêmes documents qui lui ont permis de renoncer à sa nationalité française. S'il n'avait pas de passeport, il n'avait pas de nationalité, il n'avait pas de carte nationale d'identité, l'État français n'allait jamais accepter de sa renonciation à sa nationalité. À partir du moment où il a renoncé à sa nationalité, c'est parce qu'il y a eu des documents qui ont prouvé qu'il avait une nationalité. Et maintenant, ceux qui ont fait en sorte qu'il puisse renoncer à sa nationalité, il vient vers eux et ils disent qu'il n'a plus de nationalité ivoirienne. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a ni la nationalité française, ni la nationalité ivoirienne, est apatride. Il n'a pas de nationalité. Voilà. Donc, moi, j'aimerais vraiment dire aujourd'hui que son absence est de bonne guerre, et il fait un travail à l'étranger pour le PDCI, pour Cap d'Ivoire. Et nous, ces militants, nous sommes toujours derrière lui, nous le soutenons. Et comme il avait dit hier, depuis 1987 jusqu'à 1999, il a fait à poser des actes à la Côte d'Ivoire. Soro Djabiga, Tidjane Thiam absent encore à un rendez-vous critique pour l'opposition. Beaucoup espéraient qu'au moins à ce giga meeting il serait présent. Il n'y est toujours pas, il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire et de plus en plus les spéculations vont bon train autour de son avenir politique, même parce que d'aucuns estiment que son absence prolongée pourrait augurer en réalité d'une volonté de se retirer de façon sournoise du champ politique ivoirien qui semble un peu brutal. Là encore, je reprends la thèse de ses détracteurs. Vous, quelle est votre interprétation? C'est vrai, selon Diaoufoué, il y a certains aspects qu'on ne cesse d'évoquer qui pourraient justifier cette absence prolongée, y compris jusqu'au meeting de ce samedi 31 mai. Mais vous, quelle est votre lecture justement du fait que Tidjane Thiam soit absent finalement à tous les grands rendez-vous de la vie de son parti et de l'opposition depuis le mois d'avril? Vous l'avez dit, hein, ces derniers temps, il a brillé par son absence à tous les grands rendez-vous de son parti politique. Et même quand c'est déconvenu, lorsque ces problèmes n'avaient pas encore véritablement commencé avec la justice, il était déjà absent. Il était absent au Congrès, à la Convention, au meeting de Paris. Bon, c'est vrai que le PDCI a justifié ses absences, hein, et il a insufflé aussi une nouvelle dynamique au parti. Il n'a pas besoin d'être toujours présent pour pouvoir continuer de gérer le parti. Au moyen des nouvelles technologies, aujourd'hui, il peut rester à distance et tenir un discours, il peut rester à distance, tenir des visioconférences. En tant que journaliste, il a participé à des conférences où Tidjane Thiam lui-même s'est exprimé, où son avocat s'est exprimé. C'est bien beau. Mais le problème fondamental, c'est que Tidjane Thiam n'est pas maintenu en Europe de son plein gré. Aujourd'hui, il a introduit une demande de cette frère de nationalité. Ça fait 3 semaines, il ne l'a pas encore obtenue. Ça fait plus de 7 semaines qu'il est en Europe. Aujourd'hui, c'est pas de son plein gré. Il a envie de revenir dans son pays. Voilà, je pense que il n'a pas abandonné le PDCI, il n'a pas abandonné ses partisans, il n'a pas abandonné son ambition d'être président de la République. Il a même réaffirmé cela lors du dernier meeting dont on parlait tout à l'heure de la CAPSI. Il a pris la parole où il a harangué les foules et on a vu qu'il était au milieu d'une foule énorme encore à Paris. C'est dit que son leadership continue de s'accroître. Parallèle de la CAPSI, parallèle, merci, bien entendu. Donc, je veux dire que Tidjane Thiam n'est pas là-bas de son plein gré, il n'a rien abandonné et il continue d'intensifier les lobbying à l'effet de favoriser le dialogue politique avec le régime en place pour pouvoir faciliter son inscription sur la liste électorale. Je pense que c'est tout ça qui justifie sa présence encore en Europe. Jean-Richard Ngué, sans votre lecture de l'absence du président du PDCRDA, successeur d'Henri Konan Bédié, qui, près de 2 mois après son départ de la Côte d'Ivoire, retarde à reprendre sa place sur le terrain. L'honorable Diaoufoué estime que le président Tidjane Thiam travaille pour l'avancée de son parti
Nous l'espérons. Cet après-midi, nous avons écouté le président Cubier, qui est le président de la commission électorale indépendante, qui a fait savoir à l'opinion nationale et internationale que la liste définitive au niveau pour les prochaines élections, et cette liste-là sera connue pour le mercredi 4 juin prochain. On attend de voir sur ce lobbying-là véritablement payé à l'international, parce que ce lobbying a un seul objectif. C'est ça, la réinscription de son nom sur la liste électorale. Et si à ce niveau-là, son nom n'est pas sur la liste, on dira qu'il a échoué. Et que ce périple à l'international n'a pas porté du fruit. Il aura échoué, mais il reste quand même 4 mois avant la présidentielle. C'est vrai qu'il reste 4 mois, mais après ce long périple qu'il a envoyé notamment en France, à Bruxelles, dans plusieurs chancelleries, on attend de voir ce que cela va donner. Je pense qu'à un certain moment, est-ce qu'en 4 mois, justement, les retombées de ce lobby ne peuvent pas être observées? On attend de voir, on attend de voir. On a beaucoup parlé de la qualité de l'homme, de ses contacts, des amis qu'il a à l'international, des pressions qu'il pourrait exercer non seulement sur le pouvoir d'Abidjan, des pressions qu'il pourrait exercer sur le processus électoral. On attend de voir cela dans les faits, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous est donné malheureusement de voir, c'est que le président Tidjane Thiam, malheureusement, continue de sillonner bon nombre de pays à travers le monde, mais malheureusement, cela ne paye pas. Et c'est au désavantage du PDC-RDA. Alors, ça finit par sur elle pour qu'on aborde le 3e point de ce sujet, pour parler de l'impact réel que cette manifestation du 31 mai peut avoir eu, ou sinon peut avoir éventuellement sur le cours des événements en Côte d'Ivoire. Est-ce que oui ou non le pouvoir finira par être sensible aux revendications de l'opposition au terme de ce meeting géant? Voilà ce qu'en pense Diaofoué, qui estime ou qui espère que ce meeting pourra porter ses fruits, sinon tout au moins que l'opinion publique est prise à témoin tant au niveau local qu'international. Et nos sympathisants, afin de les tenir à témoin que nous, l'opposition, nous sommes en train de faire main et pied pour qu'il y ait un dialogue politique. Nous ne sommes pas en train de le faire pour essayer d'intimider qui que ce soit. Nous les appelons pour les informer. Et les militants aussi viennent massivement dans l'optique de nous écouter. Donc, si demain, nous arrivons à une période où il y a des tours dans le pays, tout le monde saura ceux qui sont responsables de ces tours. Et les premiers qui sont responsables, c'est ceux qui ont refusé le dialogue. C'est ceux qui ont refusé de s'asseoir sur la table de négociation. Parce que tout le monde entier a vu qu'on a fait tout le possible pour que ce dialogue soit effectif. Mais on nous a pris il y a eu du mépris. Il y a eu des portes ont été fermées. Et nos militants sont témoins de tous les efforts que nous avons faits pour que ce dialogue politique soit effectif. Mais nous avons eu en face de nous un pouvoir qui nous a méprisés, qui nous a ignorés, qui a considéré que nous ne représentons rien. Donc nos militants sont témoins, la Côte d'Ivoire est témoin, et le monde entier aussi est témoin de ce dédain vis-à-vis du pouvoir en place. Dans tous les cas, comme on le dit, nous allons continuer à montrer à tout le monde entier que nous sommes déterminés à faire en sorte que ce dialogue puisse avoir lieu. Et si ils refusent catégoriquement d'avoir ce dialogue avec nous, on avisera. On avisera parce que nous considérons que c'est impossible. C'est impossible d'exclure le président Bakolo, d'exclure le président Tidjane Thiam, d'exclure le président Charles Goudé, d'exclure Sojo, et espérer qu'il y ait un calme, qu'il y ait des élections ici en Côte d'Ivoire. Qu'on le veuille ou pas, nous représentons des millions d'Ivoiriens. Alors, Soro Djabiga, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que l'opposition peut faire plier le pouvoir? C'est vrai, on tente de mobiliser dans les rues, le PDC continue de manifester presque chaque jour dans les grandes villes de l'intérieur du pays, mais au finish, quel impact sur l'attitude du pouvoir, notamment du chef de l'État, qui, on ne cesse de le rappeler, à lui seul détient la clé de l'issue des choses au niveau de l'opposition?
Vous savez, jusque-là, malgré les nombreuses revendications, l'opposition fait l'effort quand même de rester dans l'ancrage des textes, dans l'ancrage du respect des textes qui encadrent les actions des partis politiques. L'honorable Diaoufoué l'a dit tout à l'heure, si les revendications ne sont pas prises en compte, nous allons aviser. Mais il ne faut pas négliger la capacité de mobilisation de ces différents partis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut même retourner, il faut aller plus 15 ans en arrière, en 2010, et évaluer les pourcentages des différentes formations politiques à l'élection présidentielle. Vous verrez que ces partis-là représentent des millions d'Ivoiriens. Donc il faut éviter de les pousser dans une situation où ces différents partis se retrouvent dans la même situation et revendiquent avec la même voix. Parce que quoi, Justin l'a dit, sur la question de la division de l'opposition, il a dit nous ne sommes pas divisés. Pour le moment, on ne ressent pas le besoin de militer, de nous exprimer ensemble. Lorsque nos revendications vont se toucher, nous allons parler ensemble. Et elles se touchent déjà, tous les leaders sont exclus. Elles se touchent déjà, mais comme je l'ai dit la dernière fois, leur action est salutaire parce que de façon dispersée, de façon éclatée, chaque formation politique revendique, chaque formation politique attaque et c'est une bonne stratégie. Mais, comme il a dit, le moment venu, quand ces deux formations vont se mettre ensemble, il pense qu'il y aura de quoi contraindre le gouvernement à revenir sur la table des négociations pour favoriser le dialogue politique tant attendu. Lorsque les gens disent qu'il faut respecter les textes, il faut respecter les institutions ont toujours existé et il y a toujours eu un dialogue politique. En 2014, en 2020, il y a eu un dialogue politique. Donc pourquoi c'est aujourd'hui on veut forcément imposer le fait qu'il faut respecter les textes, il faut respecter les institutions. Souvent, il faut prendre des décisions humaines et humanitaires pour éviter des situations d'embrasage. Voilà. Tout à fait. Jean-Richard Nguessan, que peut concrètement faire l'opposition en une minute? Il est difficile en l'état actuel des choses de définir véritablement la stratégie de l'opposition. Vous savez, il y a un rapport de force qui doit forcément s'établir pour que l'opposition amène le gouvernement plus ou moins sur la table des négociations. Mais pour l'heure, pour ce qu'il nous est donné de voir, on a un gouvernement, un parti au pouvoir qui est assez serein, qui organise des pré-congrès éclatés dans toute la Côte d'Ivoire, qui reste droit dans ses bottes. On a écouté, il y a cela quelques heures seulement, le président de la commission électorale qui estime qu'il n'y aura pas de RLE et que le processus électoral sur son chemin, que cette RLE va forcément touché au calendrier présidentiel. Donc après, on se pose beaucoup de questions sur les différentes revendications de l'opposition. Est-ce que ces revendications-là seront écoutées par le parti au pouvoir? On attend de voir, mais je pense pour ma part qu'à 4 mois des élections, c'est pas véritablement évident. On connaît tous les revendications de l'opposition. Il y a des revendications légitimes lorsqu'on estime qu'au niveau du code électoral, il y a des failles, lorsqu'on estime qu'il y a des partisans ou des leaders d'opposition ou des leaders politiques, des présidents de partis qui sont exclus du jeu électoral. C'est vrai que par moment, on peut, quand on observe de loin, mais est-ce que ces revendications-là vont être prises en compte? On attend de voir. Second sujet de cette émission, pré-congrès du RHDP, vous en avez parlé tout à l'heure à l'instant, Jean-Richard. Les militants font bloc autour d'Alassane Ouattara dans toutes les régions du pays où se sont tenus ces pré-congrès qui anticipent sur le grand congrès qui doit se tenir à la fin juin, les 21 et 22 juin prochains. Toutes les bases militantes du RHDP ont réaffirmé leur fidélité au chef de l'État sortant, le président Alassane Ouattara, qui par ailleurs, depuis 2019, est président de cette formation politique au pouvoir. Soro Djabiga, là-dessus, est-ce que finalement il n'y a aucune surprise? C'est clair que Ouattara part en roue libre. Évariste Meyambli, qui a tenté tout récemment d'essayer de faire un peu le trouble-fête. Mais il y a très peu de chances finalement qu'il ait de la représentativité au niveau de la base militante. Cela se voit, Ouattara semble régner en maître suprême sur son parti. Bon, vous savez, je l'ai dit très souvent, hein, le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui est insondable. À ce jour, à ce moment précis, je pense qu'on ne peut pas prédire la décision qu'il va prendre. On a déjà, il faut juste rappeler que le congrès ordinaire ne vise pas à désigner le candidat du parti à la présidentielle. C'est plutôt le renouvellement des instances, donc sa reconduction éventuelle en tant que président du RHDP. Donc j'aimerais revenir là-dessus. Parce que vous avez remarqué avec moi que le RHDP a observé des meetings éclatés un peu partout, tout ça. Et à la faveur de ces manifestations-là, on entend le même leitmotiv qui revient à chaque fois. Et les gens appellent à la candidature du président Alassane Ouattara. Et c'est du réchauffé. En 2020, ça a été le cas.
malheureusement, il y a eu le décès de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a favorisé le repositionnement du président sur la course présidentielle, n'est-ce pas? En 2025, nous prions pour ne pas qu'il y ait ces genres d'incidents, que Dieu nous en préserve. Mais les mêmes choses reprennent encore. Les différents leaders appellent un peu partout à la candidature du président Alassane Ouattara. Les gens feignent même d'oublier la quintessence du Congrès. Les gens oublient. Aujourd'hui, tout le monde est porté sur l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara ou l'annonce de son prochain successeur s'il n'est pas candidat. Alors que fondamentalement, le Congrès est organisé pour définir la stratégie électorale, réorganiser la structuration du parti, tout ça. Donc moi, j'aimerais revenir encore sur la question de sa probable candidature ou non. Et je le répète, le président Alassane Ouattara est insondable. Il tient compte de plusieurs paramètres. Il tient compte de plusieurs paramètres pour pouvoir s'exprimer sur cette candidature-là. Et je pense qu'il est en train d'observer aussi au niveau de l'opposition pour voir qui sera en tête. Peut-être que ça va influencer sa décision. Il essaie de voir, il a dit en 2020, il a dit qu'il a exprimé sa volonté de retrait de tous les trois grands de la course présidentielle. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons perdu le président Henri-Konan Bédié, mais le président Laurent Gbagbo, qui continue d'affirmer sa candidature, est toujours en lice. On peut sacrifier Gbagbo sur l'autel de l'alternance? Non, la candidature de Laurent Gbagbo est non négociable. Je répète, je réponds les mots. Pour les militants de son parti. Voilà, je réponds les mots. Justement, puisqu'on parle ici de concessions, affaire de part et d'autre, Jean-Richard Nguessan, Alassane Ouattara, qui, selon Soro, pourrait être à l'heure actuelle en train d'examiner de plus près la situation et se demander, mais attends, si on doit faire des concessions éventuelles à l'opposition, j'ai déjà souhaité que nous, l'ancienne génération, nous retirions de la scène pour laisser les jeunes loups s'exprimer. Alors là, Henri-Konan Bédié n'est plus depuis 2023, il ne reste plus que lui et Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il se dit, dans son esprit, je peux accepter de décevoir les attentes de mes partisans qui estiment que mon bilan est inattaquable et dans le même temps sacrifier Laurent Gbagbo, peut-être dans une sorte de consensus à deux, et permettre à tous ceux qui ont un certain âge quand même et qui n'ont pas encore fait leurs preuves, y compris dans ma propre formation politique, de monter en avant. Comme Soro l'a dit, tout reste possible. À quelques mois des élections, tout reste possible. Et vous savez, le président Alassane Ouattara, sur cette question, reste très souvent énigmatique. Mais on attend de voir. Mais le RHDP, avant toute chose, à travers ces pré-congrès éclatés qui ont débuté, il faut le rappeler, le 17 mai dernier, veut montrer plus ou moins sa force de mobilisation, veut montrer sa suprématie sur le terrain. Parce qu'on a vu dans plusieurs localités, notamment dans le Béké, dans le Ourodougou, dans la Bagoué, dans le Bafing, dans plusieurs localités, à Daloa, à Boudiali, il y a eu de la mobilisation. Les populations sont sorties. Et c'est le même discours qu'on a entendu de Boaké en passant par Daloa jusqu'à Boudiali. Le discours qui revient, c'est la prochaine candidature. Les populations, les militants appellent à la candidature du président Alassane Ouattara. On attend de voir, est-ce qu'il va écouter la base militante ou est-ce qu'il va essayer, comme vous l'avez dit, de dribbler tout le monde et de sortir de la scène politique. On attend de voir. Après, tout reste entre ses mains, mais avec Alassane Ouattara, tout reste possible. Soro Djabiga, très rapidement, est-ce qu'aujourd'hui Ouattara se trouve dans une position assez inconfortable où il est obligé, quelque part, d'aller malgré lui à l'élection présidentielle quand on sait que son absence ou son désistement pourrait éventuellement fragiliser les rangs du RHDP? Oui, vous l'avez dit, c'est une position inconfortable, hein. Parce que quelques années en arrière, il avait émis la volonté de se retirer. Il a dit qu'il est fatigué. À 80 ans encore, venir briguer encore un autre mandat, ça allait être compliqué. Donc sur le plan de l'éthique, déjà, ça gêne un peu. Là, on a 83 mètres. Voilà, je pense que sa position, ça le gêne un peu. Et puis bon, il est un peu éprouvé quand même. 10 ans, 15 ans de gestion à la tête d'un État, c'est fatigant. Hein, avec ces années de lutte à l'opposition, tout ça. Mais je pense que aujourd'hui, il est plutôt préoccupé par la postérité, par l'avenir, plus que par sa gestion. Et le RHDP ne cesse de vanter la gestion, ne cesse de vanter la gestion élogieuse de la gouvernance du RHDP. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est quand même un peu gêné quand même. Et vous avez parlé tout à l'heure de sacrifice du candidat Laurent Gbagbo.
Je pense que c'est antidémocratique et c'est ce qu'il faut bannir dans nos discours, ces vocables-là, il faut les... Ce n'est pas encore le cas, oui. On ne fait qu'émettre des hypothèses. Voilà, oui, nous sommes toujours sous l'angle des hypothèses. Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est vrai qu'il veut être candidat et c'est vrai que tous les militants du PPACI le revendiquent. Mais ce qui intéresse plutôt Laurent Gbagbo de façon fondamentale, c'est le respect de ses droits. C'est pas qu'il veut forcément gouverner. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est conscient de ses faiblesses physiques, il est fatigué, ses jambes atrophiées par ses 10 années de prison, tout ça. Il a été éprouvé par la prison. Mais il revendique quelque chose, il faut qu'on respecte ses droits civiques et politiques, il faut qu'on le restaure. Laurent Gbagbo ne veut pas venir gouverner pendant 5 ans, 10 ans encore, il est conscient de cela. Aujourd'hui, regardez même la structuration du PPACI. Il fait la promotion de la jeunesse. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont... l'antichambre du PPACI? Pas forcément, mais j'ai encore... J'ai des contacts. Mais parce qu'après... Tout à fait. C'est un parti assez démocratique parce qu'il y a eu un moment, Awadon Melo essayait de se positionner, des langues se déliaient, il était ramené dans les rangs. Il n'a pas été ramené, ça reste, ce sont des hypothèses. Mais vous vous rappelez que Damana Pikas a été nommé secrétaire général du parti. C'est très rare en Côte d'Ivoire de voir un jeune de sa trempe nommé secrétaire général du parti. Un jeune, c'est relatif, il a quand même de la promotion de Charles Goudé de Guillaume Soro, Damana Pikas. Oui, mais bien sûr, ils sont jeunes aussi. C'est peut-être un ennemi à eux. Si vous voulez aller regarder dans les autres grands partis, est-ce que vous allez voir un jeune qui est secrétaire général du parti? Nous, Sylvestre, qui est de la même génération, mais si, par exemple, vous voyez que le RHGP se retrouve seul dans cette situation. Voilà Tidjane Tcham qui revient et qui fait la promotion de la jeunesse également, qui promeut Emou Sylvestre, Abi Raoul et autres. Et le RHGP qui est le secrétaire général, qui est le président du directoire. Justement, Jean-Richard, Alassane Ouattara, condamné aujourd'hui à briguer malgré lui un 4e mandat officiel et un 2e mandat de la 3e République. C'est compliqué tout ça. C'est pas facile. Vous savez, tout reste possible. La Constitution, pour ce que les constitutionnalistes nous ont donné dans le temps, lui donne la possibilité de briguer un 2e mandat de la 3e C'est un 4e mandat. Dans tous les cas, la Constitution, selon ce que le constitutionnel, ce que écrit la Constitution, estime qu'il a la possibilité de le faire. Vous voulez croire à ceux qui ont écrit la Constitution? C'est problématique. Monsieur Bakongo fait partie de ceux qui ont rédigé la Constitution. Après, on se souvient avoir entendu ces Bakongo, ex-conseil juridique du président. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Non, mais est-ce qu'après on va... Vous avez parlé de ceux qui ont écrit la Constitution. En 2026. Vous avez évoqué ceux qui ont rédigé la Constitution. En 2020, déjà, il a eu la possibilité d'être candidat et d'être le président de la République. La question, c'est la suivante. Est-ce qu'on a dépassé ce débat, c'est clair? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas revenir dans une interprétation controversée des textes. Le juge constitutionnel va le faire forcément. Là-dessus, parce qu'il faut dire que c'est même si c'est Bakongo qui nous a déclaré en 2020 s'être trompé sur l'interprétation des textes, a tenu pendant des années une position ferme selon laquelle Alassane Ouattara ne pouvait pas se présenter. C'est un autre débat. Ah oui, on l'a entendu. On l'a dépassé aujourd'hui. Mais est-ce que le chef de l'État actuel, très sincèrement, lui-même a envie, malgré toute l'adhésion, tout le soutien de ses militants, d'aller à un autre mandat à 83 ans, bientôt 84 ans, et de terminer sa carrière, ce 4e mandat à 89 ans presque? Vous savez, en janvier dernier, il a été assez clair. Il a dit qu'il est encore en vigueur, qu'il a encore la force pour tenir la route. Donc, on attend de voir est-ce qu'il va véritablement se lancer dans la bataille. Je pense que dans quelques semaines, on aura l'occasion d'entendre la réponse. Mais ce serait une surprise si Alassane Ouattara n'est pas au prochain élection. Très bien. Sarah 2025, une édition prometteuse pour l'agriculture ivoirienne. C'est le 3e et dernier sujet de cette émission avant la revue de presse, évidemment. Alors là-dessus, on a des acquis qu'il faut noter. 915 exposants ont pris part à cet événement qui intervient juste après l'Assemblée générale de la Banque africaine de développement. Donc un autre événement grandeur nature pour la Côte d'Ivoire organisé à Abidjan. 105 panels ont eu lieu pour quelques 27 000 participants en une semaine. C'est assez impressionnant et des promesses d'investissement de l'ordre de 406 milliards de francs CFA
et une convention signée avec la Chine pour une modernisation de l'agriculture ivoirienne à travers la mécanisation de ce secteur. On parle plutôt de 414 000 visiteurs et du lancement de la bourse des matières premières d'Abidjan. Une grande innovation pour notre pays, Soro Djabiga. C'est un succès qui vient d'enregistrer la Côte d'Ivoire, un troisième après après l'Africa CEO Forum, les assemblées générales de la BAD et maintenant le Sahara 2025. Oui, c'est dit que la Côte d'Ivoire bouge. La Côte d'Ivoire est un pôle économique dans la sous-région. Et il faut saluer cela. Vous savez, il y a plusieurs enjeux derrière ces grands rendez-vous. Nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle. Et à 4 mois maintenant. Et à chaque fois, depuis un moment, c'est la Côte d'Ivoire qui abrite ces grands rendez-vous avec toutes ces grandes personnalités qui viennent de partout du monde entier pour venir assister à ces rendez-vous. Ça permet quand même de rassurer les partenaires financiers internationaux, ça permet de rassurer les bailleurs de fonds, ça permet également d'envoyer des messages, des signaux aux organisations internationales pour dire qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire rassure. C'est vrai que nous préparons des élections, mais les conditions de sécurité sont réunies pour pouvoir assurer vraiment la sécurisation des élections dans de bonnes conditions et que vos intérêts ne sont pas menacés. Donc je pense que c'est de bonnes guerres, ce sont de très bonnes activités qui vont pour contribuer à positionner la Côte d'Ivoire. Jean-Richard, les chiffres sont éloquents, on vient de les énumérer tout à l'heure. Est-ce que pour la Côte d'Ivoire, ce sont des opportunités sur lesquelles il faut capitaliser pour les prochaines années? Ah oui, forcément, vous avez évoqué des chiffres élogieux. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que déjà en 2023, on était autour de 400 000 participants. Et vous avez évoqué plus de 414 000 participants. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Oui, en 2023, il y avait 862 exposants. Aujourd'hui, 915 exposants. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Il y a de cela quelques années, c'était autour de 29 pays qui étaient présents. Aujourd'hui, c'est autour de plus de 32 pays qui ont participé à l'événement. Donc, ça... Quoi qu'on dise, la destination Côte d'Ivoire séduit. La Côte d'Ivoire organise de grands événements. On espère qu'on va rester dans cette dynamique d'un pays attractif et que les élections ne vont pas nous replonger dans des souvenirs assez douloureux. Votre revue de presse maintenant, Jean-Richard. Le temps est vraiment très court. Malheureusement, on a été empêché par quelques soucis techniques. Et on va aller à l'essentiel, peut-être pour permettre à Soro Djabiga de dire un mot sur ce que vous allez nous sortir comme grand titre de l'actualité de ce lundi 2 juin 2025. On parlait tantôt du Sahara 2025. Eh bien, le Sahara est à la une de l'intelligence d'Abidjan, des projets, des jeunes, des milliards au Sahara 2025. L'intelligence d'Abidjan estime que cette manifestation a été une véritable réussite et que des projets et des jeunes ont été promus. C'est quelque chose qu'il faut saluer notamment. Et puis, l'intelligence d'Abidjan met en lumière également le pré-congrès du RHDP au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, à l'étranger. Ouattara plébiscité, candidat partout pour parler comme les jeunes en Côte d'Ivoire. Et puis le pré-congrès du RHDP est également à la une de Le Jour Plus, pré-congrès RHDP, j'y arrive, région du Nzi, du Haut-Sassandra, de l'Ifou, du Ourodougou, les militants debout pour la victoire d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle. Le film des fortes mobilisations lors des assises ce week-end à retrouver dans Le Jour Plus. Et puis l'essor également parle de la démonstration de force du RHDP, mobilisation exceptionnelle dans le Bafing, le Ifou, le Woroba et Yaya Moussoukro. Le patriote barre à sa une acte 2 des pré-congrès éclatés du RHDP. Ouattara, candidat, point d'interrogation, oui, estime le patriote. Beke, mobilisation totale. Maraoué, tous debout pour Ouattara. Ifou, déterminé pour la victoire. Nzi, honoré, le digne fils. Le patriote estime que les populations veulent le candidat Alassane Ouattara pour les prochaines élections de 2025. Et puis le meeting de la CAPSI est également à la une de Le Quotidien. L'héritage parle de CAPSI, réussit une mobilisation exceptionnelle à la Figayo. Et le journal reprend les propos de Tidjane Cham. Je suis étonné qu'on dise que je ne suis pas ivoirien. Le PDCI, le FPI, le MGC, le COGEP, l'URD passe un message. Et ce meeting est également à la une du Bélier intrépide. Tidjane Cham charge encore le régime, ce que Simone Blé Afi ont dit, à retrouver dans le journal Le Bélier intrépide. Et puis l'héritage parle également d'une réussite pour cette manifestation. Et puis l'alliance, la nouvelle alliance parle de la rencontre entre le président Laurent Gbagbo qui a échangé avec
Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, lors de son passage à Abidjan. Fraternité Matin, le journal gouvernemental, parle de l'inauguration du lycée d'excellence de jeunes filles de Sinématiali dans le nord du pays, Dominique Ouattara, une preuve de notre volonté de promouvoir l'éducation pour tous. Et puis terminons cette revue de presse par le sport, Super Sport. L'actualité sportive a été dense ce week-end. Coupe nationale de la Côte d'Ivoire, San Pedro gagne et sauve sa saison. Et puis cette information a tourné en boucle partout, Ligue des champions européenne, le Paris Saint-Germain magique s'offre sa première étoile. Et puis terminons avec Manchester City. Super Sport nous informe que Kolo Touré est annoncé dans le staff de Pep Guardiola. Assez rapidement. Oui, très rapidement. Je reviens d'abord sur l'inauguration du lycée d'excellence de jeunes filles de Sinématiali et j'aimerais tirer mon carton vert. Votre localité d'origine. Voilà, j'aimerais tirer mon carton vert à Fidel Sarasoro qui, depuis son avènement sur la scène politique à Sinématiali, n'a fait qu'apporter de bonnes choses à nos parents, à la jeunesse, aux personnes âgées, aux fonctionnaires. Et vraiment aujourd'hui, grâce à Fidel Sarasoro, aujourd'hui nous avons eu près de 20 km de goudron, nous avons eu des infrastructures, des ponts. Et aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir aujourd'hui le lycée d'excellence de jeunes filles. C'est très bien. J'aimerais revenir sur la victoire du PSG. Et je regarde, 10 secondes maintenant. Oui, je regarde droit dans les yeux l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire pour lui dire qu'ils disent merci aux Dozo parce que ce sont eux qui ont mené des actions occultes pour permettre au PSG. Est-ce que la proposition a été acceptée? Ça n'a pas été accepté, mais ils ont fait l'effort quand même. Ils ont fait des sacrifices. Et sur la page de l'ambassade, effectivement, nous avons vu cet acte de reconnaissance. Et effectivement, ils ont remercié les Dozo. Mais il faut aller plus loin. Il faut les recevoir. L'Africain n'a pas besoin de ça. Très bien. Merci beaucoup, Soro Djabiga. Merci à vous de nous avoir suivis pour l'édition de l'Intelligent Club de ce lundi 2 mai. On se retrouve demain en espérant que la météo sera plus clémente. Au revoir.